Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver et très heureux de retrouver Michel Tesser, dont je suis l'œuvre depuis les tout premiers livres, qui nous propose aujourd'hui donc Patagonie, un magnifique roman, je dis d'entrée de jeu, que j'ai lu, je lui disais juste avant de commencer cet entretien, vraiment d'une traite, on est complètement happé par ce personnage de Louis Capel, qui est né, alors je ne vais pas dire de bêtises, qui est né le 11 janvier 1859 à Saint-Sylve, dans le Quercy, dans le Causse, et qui donc a la bonne idée, si je puis dire, on va voir si c'est une bonne idée, mais de partir en 1905 pour la Patagonie. Et ensuite, il va aussi nous emmener du côté du Rio Paraná, ce fleuve qui, je ne dis pas de bêtises, fait la frontière entre l'Argentine et le Paraguay, voilà. Donc, alors moi, je vous connais, Michel Tesser, comme grande amoureuse de Venise, aussi de Rome, parce que vous aviez écrit plusieurs livres sur Venise. Moi, Véronica Franco, courtisane à Venise. Il y avait Baffo, les poèmes luxurieux de la Venise du XVIIIe siècle. Un très beau texte aussi sur la saveur de Rome, vagabondage gourmand en terre latine. La Tintoretta également. Donc, et puis là, vous êtes aussi une autre passion, c'est aussi le Canal du Midi, c'est Riquet, puisque vous publiez en 2013 Monsieur Riquet. Ensuite, on revient à Venise avec Loin de Venise, Vivaldi, Rosalba, Casanova, chez Serge Safran éditeur, le même éditeur que pour Patagonie. Et vous écrivez aussi un très beau texte, Moi, Jean Pigasse, ouvrier du Canal. Vous êtes aussi dans la vie, parallèlement à votre activité d'écrivaine, d'autrice, peintre, cinéaste. Vous avez co-signé le scénario d'un film qui va, on l'espère, sortir sur justement Riquet, le Canal du Midi, peut-être l'année prochaine, parce qu'il y a eu des retards évidemment avec le confinement. Voilà. Et là, je me dis tout d'un coup, qu'est-ce qui lui prend Michel Tesser? Elle nous emmène en Patagonie et nous emmène en Argentine, au Rio Paraná. Alors, il faut peut-être qu'on explique un petit peu, est-ce qu'il y a un épisode, quelque chose de central qui a présidé à cette envie, j'ai envie de dire d'aventure, d'envie, de désir d'aller dans des contrées finalement qu'on connaît mal et qu'on découvre grâce à votre texte. Donc ça s'appelle Patagonie et chez Serge Safran, éditeur. Je vous passe la parole. Oui, alors j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, bon. Alors, je dois dire que ce livre, peut-être ce roman, parce que je tiens malgré tout à ce terme de roman, ce roman m'est tombé un petit peu dessus, comme ça, un peu par hasard, et en même temps, il m'a à la fois posé des questions, ce qui m'est arrivé, m'a posé des questions, et en même temps, m'a donné envie et m'a donné le besoin de chercher plus loin. Alors, à l'origine, il y a tout simplement le décès de mon père, donc quelque chose de douloureux, de personnel. Et puis, comme toujours, lorsque quelqu'un disparaît, parfois, on tombe sur des documents, voilà. Et là, j'ai découvert un cahier, une espèce de chemise, j'en parle d'ailleurs, sur laquelle était inscrit un titre, Patagonie. Alors, moi qui suis amoureuse des textes de Kessel, de Sandrars, de Jack London, également de tous ces écrivains voyageurs, si on peut dire, Albert Londres, j'ai dit tiens, Patagonie, pourquoi? Et là, j'ai découvert des lettres, alors, c'était très peu, c'était une correspondance très très mince, j'ai compris ensuite pourquoi. Et ce qui m'a frappé, c'est que le nom, la signature qui revenait sur la plupart des lettres était celle de mon père. Or, c'était impossible que mon père ait écrit ces lettres, puisque ces lettres avaient été écrites en 1905. Entre 1905 et 1920, mon père, évidemment, n'existait pas en 1905. Et la personne qui écrit, donc, est un homme d'âge mûr. Voilà, donc premier mystère, premier choc, premier mystère. Et puis, deuxième mystère, j'ai commencé, alors c'était vraiment dans une sorte de brouillard, puisqu'il y avait des noms que je ne connaissais pas, hormis celui de mon père. Il y avait beaucoup de lettres, la plupart d'ailleurs des lettres, on voyait bien que tout ça était manquant, était très parcellaire, donc il y avait une espèce de grand trou. Et puis des tas de personnages
dont je ne savais pas d'où ils sortaient, où ils allaient, quels étaient leurs liens familiaux ou amicaux ou de hasard finalement. Donc voilà, je suis tombée face à une espèce de mystère familial. J'aurais pu très bien me borner à faire une espèce d'enquête généalogique, mais ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un a dit le moi est haïssable. Bon, je crois que tout écrivain à la fois écrit toujours sur lui, écrit avec son empreinte, mais en même temps, il écrit de façon plus universelle. Si quelque chose ne doit pas est fait pour ne... Vous savez, c'est la différence entre... je trouve actuellement, il y a la manie du selfie. Et je trouve qu'entre la recherche généalogique et qui est respectable, entre la recherche généalogique et le selfie et le roman, il y a la même différence qu'il y a entre un selfie et un autoportrait. L'autoportrait interroge. L'autoportrait est un questionnement, alors que le selfie est une espèce de miroir tendu à son propre ego. Voilà. Donc, dans ce roman, je suis partie d'un mystère familial, si on peut dire, et j'en ai fait autre chose qui peut-être peut nous toucher, peut toucher à travers l'universalité de cette destinée, peut toucher ceux qui ont le livre entre les mains. Voilà. Alors, le livre est dédié à votre père, en effet, à mon père, grand voyageur resté à quai. Vous avez cité Blaise Cendrars, et c'est vrai que vous mettez en exergue, en épigraphe du livre, une citation de Blaise Cendrars. « Il n'y a plus que la Patagonie qui convienne à mon immense tristesse. » C'est extrait de la prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France. Oui, alors justement, ce qui vous intéressait, justement, on le comprend bien, j'avais dire, c'est vrai que la Patagonie incarne à la fois, on va en parler, une sorte d'Eldorado et en même temps d'enfer, hein, c'est un peu les deux. Et moi, en fait, vous faites... ce qui est très réussi dans votre livre, c'est que le lecteur est embarqué, c'est un peu une sorte de portrait, il fait un peu son autoportrait, enfin, il nous parle de sa tristesse, il nous parle de pourquoi il est parti là-bas, enfin, on essaie de comprendre, et finalement le travail de la romancière que vous êtes, c'est peut-être aussi d'inventer, enfin, d'être là, de remplir les blancs, et une fois que vous aviez donc ce point de départ, il y avait aussi la question de la structure aussi, parce que c'est vrai que quand on écrit un roman sur à la fois le voyage, on suit un personnage, c'est aussi... arriver à mettre en avant, il faut qu'il y ait une narratrice. Alors, c'est un peu une descendante, là, on comprend, hein, qui parle, mais en même temps, parallèlement, il va y avoir aussi la correspondance qu'il a avec sa propre famille restée en France. Comment tout ça s'est imbriqué, mis en place, si je puis dire, Michel Tesser? Alors, je crois que le roman, finalement, suit la scansion, le rythme de mes propres investigations. Lorsque j'ai découvert donc ces lettres, et en particulier la première lettre qu'envoie cet homme, et qui est une lettre dont le ton est déchirant, on voit qu'il part, on ne sait pas vraiment où, il ne nomme pas vraiment, on sait qu'il traverse les Pyrénées à pied, dans la neige, pour se rendre à Barcelone. Et on sent qu'il va bien plus loin. Et on sent là une douleur, mais à partir de ça, donc je voyais déjà une silhouette, une espèce de silhouette qui s'est dessinée. Et finalement, ce roman suit cette silhouette, essaie d'élucider ce mystère pas à pas, au fur et à mesure, par tâtonnement. Et d'ailleurs, dans la manière dont je raconte ça, finalement, au début, je fais intervenir des témoins, un petit peu comme dans une enquête. Ouais. Voilà, il y a un tel qui l'a vu, je suppose, oui. Voilà, un tel qui l'a vu et qui dit ah ben il était comme ça, il était curieux, voilà, voilà, donc des témoins, il y a des témoins d'abord, un petit peu comme si j'avais interviewé les gens, mais est-ce que vous l'avez vu? Oui, ben oui, on a aperçu un bonhomme qui ressemblait à ça, voilà, et petit à petit, en naviguant entre les lettres, en avançant dans la recherche justement des autres personnages qui intervenaient dans cette correspondance, sa silhouette devenait de plus en plus précise. Donc, si je pouvais décrire la démarche dans ce roman, la démarche narrative et créatrice dans ce roman, c'est... je me suis mise à suivre une silhouette furtive comme ça, dans une espèce de brume, et petit à petit, la brume se dispersait et la silhouette apparaissait de plus en plus nette. Voilà.
et le personnage, bien évidemment, se ciselait. Et il se ciselait aussi à travers la rencontre avec les autres, à travers les paysages, à travers tout ce qu'il allait rencontrer. Par exemple, pour vous citer, pour vous lire, un drôle de pèlerin, oui, un drôle de pèlerin, vous dira le type qui l'a emmené jusque-là. Il dira aussi qu'il avait l'air triste et même désespéré. Une de ses bobines à se foutre en l'air. Et il ajoutera que quand il est apparu dans la cour de la ferme, on aurait dit un mort-vivant. Tout transi qu'il était, trempé jusqu'en haut des cuisses. Pensez, il avait traversé le col à pied. Puis il hochera la tête comme quelqu'un qui ne revient pas. C'était jour de cochon, on l'avait tué la veille. On s'est dit, autant qu'il en profite. Pour un malheureux, il a quand même bien mangé. Et le coup d'eau de vie, il n'a pas craché dessus. Ça lui aura coûté 1,50 franc, café compris. Ce n'est pas qu'on soit vraiment une auberge. En montagne, la vie est rude, voyez-vous. On ne peut pas faire la charité à tout le monde. D'ailleurs, il n'a pas rechigné. C'est sûr, je mentirais si je disais qu'il avait l'air riche, pas dans le besoin non plus. Peut-être un employé, quelqu'un entre la ville et la campagne. Ça se voyait aux habits, aussi à sa façon de manger la soupe, comme nous, à grosses cuillerées et en faisant du bruit. Il n'était pas bavard. La seule chose qu'on a réussi à comprendre, c'est qu'il quittait le pays. Je lui ai dit, demain c'est jour de marché en Espagne, je monte à Puigcerdà, si vous voulez, je vous prends. C'est comme ça qu'on a fait route ensemble. La pension, c'est moi aussi qui la lui ai trouvée. La petite bonne rencontrée sur un banc près du lac vous dira la même chose. Un seigneur très gentil, pas vraiment vieux, mais qui avait l'air bien triste. Il ne parlait ni espagnol, ni catalan. Moi, le français, je le comprends un peu, forcément, avec la patronne. Enfin voilà, on est un peu dans pour le coup, une sorte de, comme vous dites, d'enquête, de journalistique, un peu. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, voilà, disons que j'ai inversé ensuite, donc pour en faire un roman, j'ai inversé les intervenants finalement. Hein. Cette scène, ce témoignage de cet aubergiste réinventé, donc il est parti de cette lettre où très simplement mon personnage central donc dit j'ai traversé dans la neige et puis je me suis arrêté à tel endroit où j'ai mangé, voilà. Et donc plutôt que de retranscrire ça de façon linéaire, eh bien, j'ai inversé le regard et c'est le personnage secondaire, finalement, qui va refléter le personnage principal. Et je crois que dans pratiquement tout le roman, c'est construit comme ça, à travers les personnages secondaires qui me restituaient, qui me renvoyaient une image du personnage qui s'affinait, évidemment, et qui prenait corps. Ce sont les points de vue, finalement, les angles de vue, si je puis dire, voilà. Les points de vue des différents personnages qu'il rencontre, qui vont nous permettre de... Absolument. Oui, la rencontre avec quand il arrive en Argentine, avec les ouvriers sur place. Bon, c'est vrai que c'est... Ouais. Et je crois que c'est vrai que le cinéma, le cinéma... C'est vrai que j'aime beaucoup le cinéma, que j'ai toujours croisé le cinéma. Et c'est vrai que cette manière de narrer aussi, c'est un petit peu les angles de prise de vue différents, hein. Champ contre champ, contre-plongée, voilà. Et on a, à travers ces images croisées, finalement, on finit par avoir une image plus complète d'un personnage ou d'une situation qui se forme. C'est aussi la focale aussi qui peut avancer, faire un gros plan, revenir, enfin nous permettre aussi. Et votre expérience justement du cinéma, vous avez l'impression qu'elle vous préparez, vous apporte, je ne sais pas comment dire entre guillemets, peut-être vous modifie peut-être votre manière d'écrire, je ne sais pas. Je crois que c'est une affinité, une espèce de c'est vrai qu'il y a. J'ai un œil qui devait rencontrer aussi le cinéma. Et voilà, c'est une manière aussi de narrer. Voilà, si vous voulez, littéralement, sur le plan de la langue, par exemple, j'aime bien raconter soit à la première personne, là, c'est pas le cas, soit au présent. J'aime bien le présent. Justement, on a eu de grandes discussions avec mon éditeur, avec Serge, que vous connaissez bien, Serge Safran. Il me disait, mais pourquoi est-ce que vous ne racontez pas l'aventure au passé simple ? Je dis non, le passé simple, ça éloigne. Moi, c'est le passé composé. Le passé composé, pour moi, c'est le temps de l'incertitude. C'est à la fois, ça met en scène celui qui raconte, qui n'est pas sûr tout à fait de ce qu'il raconte. Là, en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'un personnage qui existait, qu'on essaie de faire revivre, donc il n'est pas tout à fait sûr
ce qu'il avance, et en même temps des plongées donc, dans le présent, parce que je vis ces choses, je les revis au bout d'un moment. Il y a une espèce de, comment dire, d'acte de voyance, si on peut dire. Hein. Ça peut être, voilà, on approche le personnage, et puis tout à coup, bon, il est là. Et là, le présent s'impose. Donc il y a à la fois cette technique cinéma, si on peut dire, de scènes comme ça qui vont se juxtaposer, puis se recouper et donner quelque chose, une vision, et puis à la fois un emploi particulier des temps, c'est-à-dire ce glissement du passé composé qui permet justement ces glissements en douceur. C'est un petit peu le point d'interrogation. Il va là-bas, et puis ça se précise et on passe au présent. Donc c'est à la fois la caméra, c'est à la fois l'écriture, hein, voilà. Exactement ce que je me suis dit en vous lisant. J'ai remarqué justement ce passage du passé composé. Oui. Boum, tout d'un coup, on arrive et hop, 1 heure durant, Louis raconte. Ça tombe bien, ouais. Emilio et Rodrigo se taisent, subjugués par cet homme aux yeux tristes qui parle comme un aventurier. Les mots viennent sans peine. C'est un fleuve qui coule depuis sa source sans jamais se tarir. Quelque chose surgit, se libère, poursuit sa route droit devant. Défile 7 longues années de marche par de mauvais chemins, de chevauchés à dos de mule, de wagons brinque-ballants, de gares perdues, d'haciendas lointaines, d'abris de fortune dressés aux 4 vents, de mines à ciel ouvert, de bâtons de dynamite, de chariots remplis de minerais, jusqu'à la gueule d'explosions de joie lorsqu'on trouvait enfin le bon filon. Et plus tard, la quête, âpre et solitaire, sous l'œil des glaciers géants. Louis ne parle pas d'Ushuaïa, personne ne comprendrait. Et le pétrole, insiste l'aîné. Ah, le pétrole. Au début, personne n'y croyait. Seuls sur les chantiers, les hommes racontent tant de choses. À Comodoro, c'était différent. Je m'arrêtais là. Mais pour dire, il y a ce fond, finalement, de récits d'aventure, un peu. On va retrouver, et ce que vous arrivez à bien mettre en scène. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'atmosphère, j'ai l'impression. C'est plutôt voilà, d'écrire des ambiances. Et c'est aussi parler, peut-être, vous me direz si je me trompe, des relations que cet homme assez triste, hein, dont on comprend en avançant dans le livre qu'il a des dettes, je ne vais pas en dire plus, voilà, pour sa famille rester en France, mais finalement c'est ces relations humaines, finalement c'est ces rencontres qui c'est tout ça un peu à la fois que vous avez essayé, je trouve, de saisir dans ce livre, Michel Tesser. Voilà, disons que c'est l'aventure dans un pays, évidemment, dans un pays qui est totalement étranger et étrange pour lui. Donc il y a ce goût pour le voyage, hein, que j'ai aussi, ce goût pour la découverte, pour les terres âpres, et puis également aussi, c'était une manière de raconter un moment particulier de l'histoire, hein, avec ces vagues d'immigration, cet espoir de ces gens pauvres qui partaient sur l'autre continent, et en même temps de ce qui se passait sur ce nouveau monde. Ce nouveau monde qui finalement allait devenir la proie de ce qui ruinait aussi d'une certaine manière, ou ce qui avait fait le malheur de l'ancien monde. Et en particulier, alors c'est une manière aussi de parler de notre présent à travers justement le sort qui est fait aux Indiens, le sort qui est fait à cette terre avec ses richesses minières justement qui vont être surexploitées. Donc il y a tout ça. Cet homme va se trouver au cœur d'un grand bouleversement historique, d'un grand bouleversement économique, social, et avec son lot d'interrogations qui est toujours d'actualité. Voilà, son lot d'interrogations qui va aussi se manifester à travers un autre personnage. Vous avez parlé des Indiens, il y a un personnage d'Indien qui est très important dans la deuxième partie du livre aussi. Voilà. Mais et puis ça, c'est cette période quand même très particulière, puisqu'on est en 1905, enfin il part en mars 1905. On est un peu avant la Première Guerre mondiale. Donc c'est un peu un basculement, c'est vraiment le début du siècle, il se passe plein de choses. On voit en toile de fond aussi les problématiques, vous l'avez très bien dit, sociales, économiques de l'Argentine aussi, enfin des questionnements. Donc il y a cette dimension, comment je vais dire ça, documentaire aussi, qui est présente. Est-ce que vous avez beaucoup travaillé ça ou Beaucoup travaillé. Justement, c'est vrai que pour écrire un roman, enfin ce type de roman du moins, il faut énormément, les romans historiques aussi, puisque malgré tout, jusqu'à présent, j'ai beaucoup écrit au XVIe, XVIIe siècle. C'est vrai qu'il faut énormément se documenter.
je suis très rigoureuse sur la documentation, sur les vérifications, voilà. Et ensuite, il faut tout oublier. Il faut vraiment le digérer. Il faut que ça devienne une part de soi-même et qu'il n'y ait plus cette espèce de faux exotisme ou de narration comme ça, de documentaire qui interviennent dans le. Il faut que ça coule naturellement. Alors, je me suis énormément documentée, effectivement. Alors, il y avait les auteurs que je vous cite, mais là dont la lecture était vraiment antérieure à tout ça, qui ont nourri vraiment. J'étais vraiment enfant ou toute jeune, je lisais beaucoup tous les romans d'aventure, Henri de Montfray, Kessel, tous ces gens-là, Sandras, Albert Londres. Voilà, je les ai lus très tôt. Je les ai relus à cette occasion. Il y a eu Bruce Chatwin aussi, des auteurs américains. Et c'est vrai que cette espèce de, comment dire, de manière de vivre l'aventure aussi a un attrait, ça fait battre le cœur plus vite. On a l'impression que le monde est neuf quand on part à l'aventure, quand on part pour un long voyage. Donc tout ça, je l'ai sûrement mis dans ces lignes. Alors, évidemment, j'ai lu. On a la chance actuellement, avec Internet, il faut bien le dire, d'avoir accès à des documents, et je pense en particulier à des documents audiovisuels. Il y a en particulier, j'ai pu trouver beaucoup de films, hein, ça a été retranscrit le patrimoine est retranscrit en vidéo. On a beaucoup de documents vidéo, en particulier alors sur l'Espagne, sur l'Argentine, avec des documents des premiers temps du cinéma, des vues, de long travelling dans les rues de Buenos Aires. Je suis tombée sur des choses comme ça. Donc déjà, on a toute cette atmosphère qui vient de façon beaucoup plus précise. Il y a également beaucoup de sites aussi patrimoniaux argentins. Bon, il se trouve que je n'ai jamais fait l'espagnol. Je comprenais l'espagnol un peu, je naviguais entre l'italien, puisqu'il y a beaucoup d'émigrés italiens aussi. Donc, entre des sites italiens, argentins, je suis arrivée à trouver des documents assez extraordinaires. Hein. Par exemple, l'abattoir géant, des choses, des choses assez bouleversantes, assez extraordinaires. Voilà, beaucoup de documents sur l'Espagne au début et ensuite sur l'Argentine, bien évidemment. Et puis alors ce souffle de l'aventure aussi, faut pas oublier, c'est l'époque aussi de la fin et les westerns, également les grands bandits, voilà, puisque c'est Butch Cassidy qui se réfugie au Chili. C'est la même époque. Donc il y a ce souffle à la fois épique d'aventure et puis en même temps tout ce grand mouvement prédateur sur un pays qui est encore presque vierge, enfin, du moins dans certaines parties, dont la Patagonie. Oui, comme j'ai dit, Enfer et Eldorado, à la fois, en effet. Il y a, alors, peut-être il faudrait parler aussi de la. Vous êtes peintre, hein, je disais, vous faites de la. Vous peignez dans la vie. Il y a cette dimension artistique qui est présente dans ce livre, justement, à travers des peintures dans le livre. Parce qu'à un moment donné, il est à Barcelone sans dévoiler, il a la vision d'un tableau. Enfin, c'est toujours un petit peu, j'ai l'impression, là, en filigrane, en arrière-plan. Oui. Est-ce que ça a joué un rôle dans l'écriture de ce livre, justement, les tableaux que vous nous avez apportés, là, justement? Oui. Je fais une sorte de... je ne sais pas quand est-ce qu'on les dévoilera, mais voilà. Je ne vais pas en dire plus, si vous voulez. Voilà. Il y a deux planchettes, là, de bois, qui sont exposées. Pour l'instant, elles sont retournées. Mais on va pouvoir... Oui, voilà. Mais on va pouvoir les dévoiler. Non, mais on parlera tout à l'heure. La surprise. Voilà. Puisque, à l'origine donc, de ce roman, j'ai parlé des lettres, mais il y avait autre chose. Mais là, qui était bien plus ancien, il y avait deux tableaux, deux petites peintures sur bois que j'ai toujours vues dans la maison, qui apparaissaient, qui disparaissaient. On ne sait pas trop pourquoi. Bon, on mettait d'autres peintures, mais elles étaient toujours là. Il y avait toujours un moment où elles reparaissaient. Et je trouvais curieux parce que c'était pas du tout, ça ne correspondait pas au goût de mes parents qui achetaient la peinture ancienne, un petit peu tristounette, enfin qui n'était pas, voilà. Ça m'a toujours étonnée. Et puis ces peintures ont pris de plus en plus d'importance et elles sont vraiment entrées dans ce mystère à partir du moment où j'ai découvert les lettres
et où ces peintures sont devenues aussi des indices et même des clés. Voilà. Et en particulier du fait d'une étiquette qui se trouve au dos d'un tableau, à demi effacé. Et c'est lorsque j'ai retourné ce tableau, j'ai dit, bon sang, mais tout ça cadre. Comme dans une enquête, vraiment une enquête policière, comme j'ai fait un petit peu œuvre de détective. Mais encore une fois, comme on dit en italien, si non è vero è bene trovato. Voilà, donc je ne pourrais pas attester de la vérité de tout ça, parce qu'on reconstruit toujours, mais bon, c'était malgré tout très, très intriguant. J'en parle parce que c'est vrai que dans le livre lui-même, il y a cet épisode où il arrive à Barcelone, il voit un tableau qui demande qu'on décadre, il part avec, enfin il l'achète, enfin, et voilà, sans déflorer, c'est un peu un point de départ quand même. C'est en effet. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais peut-être lire ce passage, non? C'est peut-être Michel, si vous. Alors, peut-être, oui. Enfin, c'était. Vous choisissez. Mes lunettes. Et ensuite on dévoilera les tableaux. Alors. Non, après, ou après. Enfin, on verra. On verra, mais bon. Ce sera la surprise finale. Finale. Ménager le suspense. Voilà le feu d'artifice. Le bouquet final. On pourrait commencer plus loin. Je ne sais plus, oui, parce que je crois que c'était plus loin. Voilà. Donc il est à Barcelone, il vient d'arriver d'arriver à Barcelone avant de s'embarquer. Je pense que tout le monde connaît les Ramblas, sur les Ramblas de Barcelone. Voilà, il a passé une nuit exécrable au Barrio Chino, qu'à l'époque on appelait Raval. Voilà, et donc il poursuit son chemin, ignore les terrasses des cafés, les clients attardés sous les larges auvents de toile, les enseignes pompeuses des banques et des grands magasins, les façades de mosaïque que la fumée du charbon ternit déjà. Où voit-il le tableau? Est-ce dans une vitrine de la rue Moncio ou plus loin, de l'autre côté de l'avenue Laïtane? En ce temps-là, le numéro 24 de la Carrère Moncada n'est qu'un modeste négoce de cadre. Le jour où Louis s'arrête devant la vitrine, un bouquet de fleurs et une marine y sont exposés. Quand se décide-t-il à pousser la porte? Et pourquoi? Au tintement de la sonnette, le commis lève à peine les yeux. Si? Louis ôte poliment sa casquette et montre du doigt le tableau. Occupé à ajuster une cornière, le garçon quitte son poste à regret. L'air soupçonneux, il marmonne « El buque, le bateau, San Pesetas ». Louis fait non de la tête. Il explique ne vouloir que l'image, le cadre ne l'intéresse pas. Le commis esquisse un demi-tour et, sans quitter Louis du regard, lance en direction de l'arrière-boutique. « Señor Josep » parle en catalan. Un homme massif, largement dégarni sur le front, émerge de la resserre. Il porte d'épaisses lunettes de myope et un gilet que barre une grosse chaîne de montre à or. Tandis que l'employé lui glisse quelque chose à l'oreille, M. Joseph évalue d'un œil la fortune du client. « 80, 100 cadres, précise-t-il, dans un semblant de français rocailleux. D'un geste, Louis décline l'offre. Le marchand soupire avant de proposer « 70 ». Contre toute attente, Louis extrait de sa poche un billet de 50 pesetas qu'il lui tend. Surpris, Seigneur Joseph hésite avant de l'empocher sans un mot. Pour tout dire, il ne fait pas une mauvaise affaire. Ce genre de peinture n'aura bientôt plus cours. Certes, le gros de sa clientèle est composé de petits bourgeois au goût timoré, commerçants enrichis, employés de bureau, clercs de notaire. Le reste, tout ce qui compte à Barcelone, regarde déjà ailleurs. Et M. Joseph a de l'ambition. Il a l'œil, il sent venir le vent, il lit les gazettes. L'avenir est à ces jeunes enragés qui bousculent les règles, inondent de couleurs leur palette, déconstruisent le monde à grands coups de pinceau. Ces toiles, achetées la veille pour une bouchée de pain, il les garde dans son bureau, en attendant que montent les enchères. Alors Barcelone, à cette époque, évidemment, c'est la période où vit Picasso. Picasso est là-bas, c'est les quatre Régates, c'est les Demoiselles d'Avignon. Voilà. Donc j'ai voulu en même temps... La révolution artistique en marche. Voilà. Ça vous a intéressé, j'imagine, en tant que peintre, en plus. Absolument. Tout ce contexte visuel.
Est-ce que quand vous écrivez Michel Tesser, une question que je pose assez souvent aux écrivains, mais ça revient, est-ce que vous avez une idée un petit peu précise d'où vous allez? Parce qu'il y a une structure assez précise dans ce livre, hein, qui joue sur plusieurs plans de narration. Il y a bien évidemment quelque chose qui est au cœur du livre, qu'on ne va pas dire, mais qui est un peu un silence, un secret qui voilà. Est-ce que vous savez personnellement où vous allez? Ou est-ce que c'est un peu où vous vous laissez porter? Est-ce que des personnages, par exemple, au départ, qui ont une importance, en prennent plus au cours de l'écriture du livre, ou est-ce que voilà, est-ce qu'il y a un plan, est-ce qu'il y a une structure, ou est-ce que vous vous laissez porter aussi par Alors il y a une structure, j'avoue que pour ce livre, ce roman, je me suis pas mal laissée porter. Justement, parce que j'ai suivi cette avancée. Chaque fois, il y avait un questionnement, j'étais sûre de mon fait, et puis ensuite, je revenais à ces lettres, je revenais. Voilà. Et puis les personnages, mais ça dans tous les romans, je pense, les personnages se prennent du corps au fur et à mesure qu'on avance. Encore une fois, il y a une interaction entre tous ces personnages. Et très souvent, d'ailleurs la plupart du temps, je remonte, souvent en écrivant, je reviens en amont pour densifier un personnage, pour le modifier un petit peu, parce qu'entre-temps, j'ai découvert autre chose, et puis voilà, il fait valoir d'une autre manière l'autre personnage. Donc, il y a une interaction permanente qui fait que oui, je reviens dans l'écriture. Donc, c'est vrai que la trame, au départ, l'intention est là, la trame est là, mais je crois que si on ne se laissait pas surprendre par son écriture, on s'ennuierait au bout d'un moment, et voilà. Et le lecteur risquerait de s'ennuyer aussi, peut-être. Oui, enfin, Peut-être. ce qui n'est vraiment pas du tout le cas, parce que franchement, le livre est composé en 6 parties. Alors, le voyage, vous l'avez dit, vous êtes en effet intéressé par. C'est la première partie, hein, c'est le premier chapitre. Ensuite, il y a En Patagonie, Retour à Buenos Aires, sur le Paraná, parce que cette dimension du fleuve, du Paraná, cet univers totalement fou. Enfin, bon, ça, c'est encore autre chose. L'île, avec donc Sapienza de l'Indios, avec cette rencontre avec l'Indien. Et ça se termine par Hic et Nunc. Ce plan de ce découpage en 6 parties, là encore, c'était un peu prévu dès le départ ou... Alors je crois que je me suis aperçue finalement que dans tous mes derniers romans, hein, il y a un découpage très strict comme ça, en partie, un petit peu comme premier épisode, deuxième épisode, comme un feuilleton, puisque toute vie finalement c'est une espèce de feuilleton, hein, ouais. Avec des moments émergents, avec il y a malgré tout des espèces de lignes comme ça, de basculement, de moments de basculement dans autre chose, dans un autre épisode de sa vie. Donc d'emblée, ça s'est mis en place, un petit peu comme des repères. Alors, bon, moi qui aime beaucoup Venise, dans la lagune, bon, si on peut comparer un texte ou un récit, disons une étendue narrative à une lagune, il y a ces marqueurs, hein, ces pontons, pas ces pontons, mais ces espèces de piquets dans l'eau qui vont marquer des moments clés pour ne pas se perdre peut-être dans cette narration. Donc voilà, ces épisodes-là, ces grandes têtes de parties, hein, non pas de chapitres, mais de parties, elles reviennent, voilà, et elles reviennent en écho, puisqu'à la fin, Hic et Nunc, là, on a le passé, tout la vie de cet homme qui va rejoindre le présent de la narratrice et l'Argentine, disons, qui va rejoindre la France, enfin, le pays d'origine. Voilà. Donc c'est une manière de s'ancrer dans le texte. Ce sont des points d'amarrage, hein, si je puis dire, puisque oui, c'est une traversée, et donc il y a ces points d'amarrage qui sont les titres de ces grandes parties, de ces épisodes. Ce que je trouve passionnant dans le livre, c'est qu'on suit le destin d'un personnage finalement lambda, quelqu'un de peu, entre guillemets, oui. qui est aux prises avec finalement ce qu'on appelle la grande histoire, avec un grand H, avec un trou quand même dans la chronologie, puisque entre 1905, si je ne m'abuse, et 1914, il n'y a plus du tout, il ne donne plus de signe de vie, quoi. Ça, c'est mystère un peu. Ça, c'est le grand mystère, donc il a fallu remplir avec l'imaginaire, et un petit peu, je crois que bon, au bout d'un moment, on devine à travers le peu d'éléments que j'avais, malgré tout, il était possible de deviner la logique existentielle, si on peut dire, du personnage et des personnages qui l'entouraient. Alors, il y a des personnages secondaires qui sont très importants, en particulier Doña Alice, voilà, qui est
qui est une parente par alliance finalement, hein, qui est argentine. Donc c'est un personnage clé puisqu'il y a en revanche beaucoup de lettres d'elle. J'ai retrouvé beaucoup de lettres et là elle donne un point de vue, elle est très en empathie avec ce personnage, elle a compris sa douleur et donc là c'est un personnage fondamental. Alors j'ai perdu un peu le fil. Non, c'est par rapport au creux dans la chronologie, enfin, entre 5 et 14, voilà, plus du tout de nouvelles, voilà, correspondance s'interrompt. Voilà, donc, voilà. Ce qui est la preuve, serait la preuve d'un mystère plus important, d'un mystère familial, d'une espèce d'omerta à un moment donné. Pourquoi? On ne sait pas. Je n'ai pu avoir aucune explication. Je crois que chaque famille a ses secrets, ses mystères, qui souvent sont des mystères de peu. C'est pas grand-chose, mais suivant l'époque, suivant les personnages qui l'ont vécu, ça peut prendre des proportions extraordinaires. Alors c'était peut-être extraordinaire, peut-être ça ne l'était que très peu, mais le mystère est là. Bon. La seule chose tangible, ce sont ces lettres et le fait que par recoupement, effectivement, et puis par documents que j'ai retrouvés, ma grand-mère paternelle était argentine. Elle était née à Tucumán. Voilà. Ce qui explique aussi beaucoup de silence de mon père, un désir aussi de voyager et sûrement d'aller en Argentine. Je l'ai compris beaucoup plus tard. Voilà. Et vous, personnellement, vous auriez envie, vous êtes allé, vous auriez envie d'aller, enfin, est-ce que le fait d'avoir écrit ce livre, actuellement c'est un peu compliqué d'y aller maintenant, parce que bon, pas vraiment. Non, c'est pas... Pas vraiment, finalement, non. Parce que c'est un petit peu ce que je dis à la fin, bien trop loin, bien trop tard. Et puis, qu'est-ce qui reste? Non, oui, mais que reste-t-il de l'Argentine qu'a connu cet homme? Voilà. Et puis, je crois que je préfère garder le mystère, finalement. Voilà. Puisque contrairement à d'autres, là je suis en train d'écrire notre roman, enfin, qui est bien avancé maintenant, c'est complètement différent, mais qui lui est parti d'un coup de cœur pour un lieu. Là, ça n'est pas parti d'un coup de cœur pour un lieu, ça aurait pu, à la suite d'un voyage en Argentine, pourquoi pas, comme le coup de cœur que j'ai eu pour Venise, pour Rome, bon, c'est moins lointain, mais là, non, c'est vraiment un mystère à partir d'écrits et de deux images que nous verrons plus tard. De documents, on va dire, retrouvés, enfin, voilà. D'archives, de choses un peu qui dormaient dans un voilà. commode, je sais pas, dans un tiroir. Voilà. Et j'ai préféré retrouver finalement des correspondances, des échos, des reflets à travers mon propre environnement, puisqu'il y a un va-et-vient effectivement entre le lieu de la narratrice, le lieu de vie de la narratrice, la Villa des Pins, et cette Argentine imaginé et vécu par le personnage. Parce qu'il y a aussi un passage temporel. On était écrit à la fois en 2009, c'est à peu près, et on repart 1905, 1900. Voilà. Ouais. Et vous aviez une idée de l'importance de Louis Capel jusqu'au bout. Vous saviez jusqu'où vous alliez avec lui. Enfin, vous aviez une idée précise de oui, j'avais l'idée de ça. Parce qu'il fait un grand itinéraire quand même, parce qu'après Rio Paraná, enfin c'est quand même... Voilà. Donc il y avait des éléments dans la correspondance qui, c'est sûr, faisaient pressentir cette fin-là, bien que elle est d'une certaine manière inventée. Bon. Mais ensuite, le Rio Paraná, oui, il apparaît dans les lettres. Ensuite, le devenir d'autres personnages clés qui finalement, pour certains, sont totalement inventés. Hein. Oui. Voilà. Là, je ne m'attendais pas forcément, en écrivant, lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, je ne m'attendais pas forcément à l'importance qu'ils allaient prendre, ni au développement que j'allais faire sur leur propre destin, puisque ces gens-là ont aussi un destin. Voilà. Le choix du titre Patagonie, bon, c'est quand vous retrouvez au début, enfin, vous écrivez, vous découvrez le document qui est titré Patagonie. Est-ce que c'est ça que vous vous êtes dit, je vais appeler mon livre Patagonie, ou est-ce qu'il y a eu une hésitation, une recherche? Non, ça a été d'emblée Patagonie. Voilà. Et d'ailleurs, Serge Safran dit, bon, Patagonie, il y a eu des choses... non. Par bonheur, il n'y avait pas de titre Patagonie tout seul. Mais pour moi, c'était évident, ça ne pouvait pas s'appeler autrement. Du fait de ce cahier, hein, c'est Patagonie pour moi, c'est le mystère à la fois c'est l'origine,
c'est le mystère de ce cahier, et c'est le mystère de l'absence de Patagonie, justement, dans ces lettres. Et donc, c'est la clé, l'essence même de ce livre, c'est un mystère. Voilà, le mystère que je tente de résoudre et qui va finalement déboucher aussi, s'ouvrir sur un autre mystère, qui est le mystère de la destinée humaine et de nos destinées à tous. Voilà. Donc, Patagonie, c'est vraiment à la fois un titre géographique et métaphysique en même temps. Voilà. Oui, ça résume bien, en effet. C'est vrai. Voilà, avec la phrase de Sandras, Ouais. la Patagonie, qui correspond à cette immense mélancolie du personnage et puis de l'écrivain en général. Hein. Bon, je pense que la mélancolie est inhérente à tout créateur. La mélancolie, c'est un petit peu aussi c'est l'exil, hein, l'exil de soi. Oui. On peut dire qu'il est peut-être en effet exilé de lui-même aussi, parce que c'est vrai Voilà. c'est quelqu'un profondément triste, on le voit bien à Oui. plusieurs reprises quand même, il est assez... ouais. Il est en partance pour la Patagonie, donc peut-être lire un passage. Le wagon où Louis a pris place est bondé. Les passagers se taisent, murés dans un même silence qu'alourdit la fumée grise du tabac. Assoupis sur leurs baluchons, ils traversent en somnolant l'ennui infini de la plaine, la tête ballottant au rythme des essieux. Dans un coin du compartiment, un type encore plus taciturne que les autres émerge parfois de sa torpeur. Il sort un harmonica de sa poche et se met à jouer. C'est comme lorsque souffle le pampero, une plainte qui vous arrache le cœur. Chacun y reconnaît ses peines, et plus encore son désespoir et sa propre férocité. Cette voix de métal, il voudrait bien qu'elle se taise, mais personne n'a le courage de protester. Parfois, une querelle éclate, violente, aussi brutale qu'un coup de sang. Au moindre remue-ménage, le contrôleur apparaît. Les choses se calment aussitôt, les matraques de la police, personne ne les a oubliées. Louis pense à Angelo et à tous les autres, à leur discours sur l'absurdité des frontières, la fin des patrons et des généraux. Il pense aussi à ce bagne dont on parle à mi-voix, au Grand Sud, dans ce coin de vent et d'extrême solitude vers lequel roule ce train. Ce qui attend ces hommes, aucun d'eux ne le sait vraiment. Sinon, ce que leur a raconté le recruteur de la compagnie. Voyage payé, logement, bon salaire. Ils sont là pour gagner vite, et si possible, beaucoup, quitte à s'y briser les reins. Tout ça parce qu'un jour, au Conventillo, la nouvelle est tombée. Un gars qui arrivait de Punta Arenas a parlé des mines, de cet or qu'on trouve là-bas, comme s'il en pleuvait. Et d'ajouter, c'est sûr, la Patagonie, c'est le bout du monde. Ça ressemble à l'enfer. Le froid, le vent, la neige, toute l'année, la glace et les manchots pour seule compagnie. Mais pour le reste, c'est l'Eldorado. Dans les têtes, la ruée a commencé. Les couteaux se sont affûtés dans les poches. Une lueur mauvaise s'est allumée dans les regards. Louis la connaît, cette flamme. Il sait combien elle dévore ceux qui n'ont pas su l'étouffer à temps. Il le revoit, ce brasier, lorsqu'il ferme les paupières. C'est lui qui l'a mené jusque-là. Voilà, je ne vais pas... Mais... Donc cette Patagonie qui est vraiment au cœur du livre, mais j'insiste, c'est pas non plus. Alors, c'est vrai que c'est un roman, on l'a dit tout à l'heure, il y a cette dimension d'aventure, mais je trouve ce qui est intéressant quand même, c'est aussi ces rapports, ces rencontres, ces rapports humains, et d'arriver à faire un portrait de Louis Capel, et finalement à travers, comme vous l'avez très bien dit au début, à travers différents angles, finalement différents personnages. Voilà, dans ce fourmillement humain, parce que vraiment, c'était à travers tous les documents que j'ai pu aborder, approcher. Ces reportages de l'époque, ces documents en espagnol, justement fait en argentin, les photos aussi, des photos des mines, des puits de pétrole. On s'aperçoit de la propreté de la vie, de la propreté de ces hommes. Ce sont tous des gens qui n'ont rien et donc qui essaient de gagner. Donc il y a une violence de rapport en même temps, violence par rapport aux autochtones, aux Indiens. On ne se fait pas de cadeaux. C'est une vie très rude du fait des éléments, rude du fait de la concurrence. Voilà, il faut travailler dur. Et en même temps, donc toute cette évocation me permettait, à la fois je l'avais à cœur, vraiment en écrivant ces lignes, j'avais l'impression de vivre ça, d'y être. Et en même temps, en creux, ça me permettait de faire vivre ce personnage et de sentir combien il était malgré tout en retrait. On sent il est toujours un pas de côté, un pas en arrière. Il est là avec sa solitude. Et ça ce n'est pas inventé. C'est vraiment, ça transpirait dans ses lettres. Voilà. Donc il fallait que j'arrive à le donner à
ressentir à travers, encore une fois, des situations ou d'autres personnages, d'autres regards. Il est toujours un petit peu à côté, il est toujours... un peu effacé, quoi. Un peu effacé, voilà. C'est quelqu'un en même temps qui ne parvient pas à s'engager jusqu'au bout. Il a une espèce de désillusion permanente. Oui, c'est quelqu'un qui ne croit pas vraiment, qui n'arrive pas à s'enthousiasmer jusqu'au bout. Pour preuve, cette amitié finalement avec ces personnages totalement inventés d'anarchistes italiens, puisque là c'est vrai, il y a eu vraiment tout un mouvement anarchiste italien, d'ailleurs véhiculé la plupart du temps par les ouvriers typographes. Donc il y a eu tout ce mouvement utopiste en même temps, et donc il va devenir très ami avec quelqu'un, et il va lui être fidèle, puis il va essayer de le retrouver, mais on sent qu'il est là aussi, il n'est pas tout à fait là-dedans, il est toujours un petit peu à côté, toujours... voilà, il a c'est un homme blessé, profondément blessé, et qui finalement traîne sa blessure sans pouvoir repartir, rebondir, même après l'épreuve de Patagonie, qui est d'une certaine manière revitalisante, puisque dans le passage que vous avez lu, enfin que tu as lu, où il raconte comme un aventurier finalement. On se dit ça y est, il va, et puis non, finalement le fatum le reprend. Oui, il y a un peu une tragédie, un peu ça. Voilà. Alors il y a quand même, pour s'en en dire plus, mais un personnage important qui est joué par l'Indien, qui apparaît quand il est dans le Rio Parana. C'est aussi la rencontre finalement de cultures différentes, de civilisations différentes, parce qu'il est forcément sur place. Cet Indien il va aussi incarner quelque chose. Enfin, il va y avoir... ça, vous l'aviez prévu, cet Indien, parce qu'il a, alors, cet Indien qui apparaît avec son caïman. Cet Indien n'est absolument pas dans les textes. Inventé, voilà, c'est une pure invention. Ouais. Et c'est un personnage qui s'est imposé. Alors là, c'est un effet de l'imagination. Et puis c'est un personnage que j'ai vu d'emblée, qui s'est imposé d'emblée et qui était aussi réel. C'était un petit peu l'alter ego en creux de Louis Capel. Et c'était en même temps, c'est cet Indien qui est physiquement très présent et qui en même temps, c'est le destin qui se manifeste. C'est un petit peu voilà, ce personnage. Qui ne fait que passer en même temps. Voilà, qui ne fait que passer, mais qui est très, très présent. Voilà. Et lui, alors là, on parlait de l'aspect peinture. Je crois que j'aurais pu le peindre. Je le vois, ce personnage, avec son compagnon, voilà, très particulier. Voilà, c'est un personnage très important parce qu'il synthétise des tas de choses, il représente des tas de choses. Voilà, il concentre, disons, beaucoup de choses. Vous l'avez écrit rapidement. Il y a eu une longue maturation pour ce livre. Enfin, comment est-ce que ça s'est... Assez longue maturation. Oui. Et après il y avait à la fois, ça a été très curieux. Il y avait à la fois une espèce d'urgence parce que ça se recoupait avec ma propre histoire, avec mes propres interrogations, et en même temps, il m'a fallu beaucoup de maturation, déjà pour débrouiller tous ces fils, parce que vraiment, c'était un puzzle dont il n'y avait que quelques pièces, hein, et puis pour justement laisser intégrer, s'harmoniser tous ces documents, à la fois visuels, à la fois, à la fois des documents écrits et des documents visuels, tout ce dont je vous parlais, voilà. Vous voyez le mot puzzle, c'est vrai que c'est un peu ça. Voilà, ça a duré, disons bien 2 ans, 3 ans, hein, voilà. Après, une fois que vous vous mettez à l'écriture, après ça va vite ou ça dépend des livres évidemment, mais pour celui-ci par exemple j'écrivais beaucoup la nuit aussi, le soir, la nuit. Je crois que ça a été... oui, et puis il y a eu un moment vraiment de basculement. J'avais besoin d'avoir ces deux fameuses toiles en permanence à côté de moi. Et quand le dernier jour, lorsque j'ai mis le point final, parce qu'on a travaillé aussi, vous savez, avec l'éditeur, on a toujours des échanges, donc on revient un petit peu sur le texte. Et lorsque ça a été vraiment achevé, j'ai mis le point final, là, j'ai remisé les tableaux à nouveau. Voilà.
je pense que je les ressortirai. Mais c'était, voilà, la boucle était bouclée. Voilà. Mais j'ai eu besoin de ces tableaux. Et alors pour l'anecdote aussi, j'avais une plante, je ne sais absolument plus pas qui me l'a offerte, ni qui, voilà. Mais il y a très longtemps, elle avait peut-être 25 ans, peut-être cette plante. C'est une plante d'Amérique du Sud, une plante, je ne sais même pas ce que c'est. Je sais que lorsqu'on en coupe une tige, ça fait un petit peu comme le sucre, comme de l'EVA, ça fait un liquide blanc, caoutchouteux, voilà. Donc, et j'avais cette plante à côté, et vraiment, parfois, le courant d'air agitait les feuilles, et c'était un petit peu ce bruit de la grande forêt, de ce que j'appelle la grande forêt primitive. Il y avait cette plante, il y avait ça et les lettres. Et c'était vraiment une espèce de... Je reconstituais ce monde, c'était une espèce de... comme ça, d'univers clos qui se reconstituait. Et j'étais à l'écoute, je crois, de ça. Dans le silence, il y avait ces voix qui parlaient, qui s'entremêlaient. Et cet Indien-là qui est apparu à un moment donné. Voilà. Peut-être avant de divulguer, de montrer, peut-être on va d'abord passer la parole au public, si vous êtes d'accord, Michel Tesser. Avez-vous des questions, des remarques, des réflexions à propos donc à faire à Michel Tesser, donc pour son très magnifique roman, donc Patagonie, chez Serge Safran, éditeur. Je vous passe la parole. Alors, je ne vous donne pas le micro, parce que les normes sanitaires évidemment, nous interdisent totalement de vous passer le micro. Donc, je vous demande de vous exprimer de votre place. Voilà. Vous avez la parole. À travers le filtre du masque. Voilà. Oui. Voilà. Enfin, vous pouvez éventuellement le baisser un peu pour parler. Vous avez le droit, je pense. Oui. Michel, vous nous offrez depuis longtemps maintenant, avec presque régularité, un grand nombre de personnages que vous faites vivre en couleurs très subtilement, avec beaucoup de complexité, très profondément, auxquelles on s'attache, comme vous. Donc de Véronica à Pigasse, à la Tintoretto, enfin bien entendu, souvent des Italiens et sinon des Vénitiens. Et là, Louis Capel. Alors la question, c'est comment faites-vous pour les quitter? Parce que vous avez quand même toute une ronde autour de vous qui revient, qui vous occupe, que vous croisez, que vous faites se rencontrer, je ne sais pas. Alors, oui. Parce que nous, lecteurs, je dis nous, mais je ne sais pas pour les autres, on a du mal après à les quitter aussi. On y revient. Je veux dire, voilà. Donc vous qui les possédez, faites vivre, faites naître, etc., et fréquentez de très très près, comment faites-vous pour les quitter? C'est le point final, c'est la dernière touche sur un tableau, c'est le point final sur un livre. Certes, c'est bien développé souvent cette question, mais là très précisément pour vous et pour tous ces êtres-là. Alors je crois que effectivement, c'est une très bonne question, très pertinente. Je crois que je ne les quitte jamais finalement. Ils me quittent, ils s'éloignent. Ils sont nés, ils partent, ils vivent leur vie, mais je crois qu'ils ne disparaissent pas. C'est un petit peu comme pour moi, ce sont comme les personnages, comme les personnes qu'on a connues, qu'on a aimées, qu'on a fréquentées, qui ont disparu. Ce sont des fantômes familiers, mais qui vivent à mes côtés. Alors, c'est pas tellement étonnant, puisqu'ils sont nés de moi, donc c'est toujours un petit peu de soi qu'on raconte et qu'on met dans ces personnages. Si on regarde bien, que ce soit à travers Véronica, la courtisane de Venise, qui termine en disant désormais ma vie se passe dans l'écriture, elle est dans la solitude. Louis Capel va terminer aussi sur une île. Jean Pigasse aussi va terminer sa vie au bord du canal, au bord de l'étang, plus exactement de Thau, dans une cabane. Il y a toujours ce goût, qui est un goût personnel, pour une certaine solitude, pour une méditation, pour le fait de regarder le monde d'un peu loin. Donc il n'y a pas de hasard.
Ces personnages se ressemblent entre eux, ils ont une espèce de fraternité essentielle, existentielle. Et donc, une fois qu'ils ont été créés, ils continuent d'exister. Et il y a sûrement un lieu où tous ces personnages tournent un petit peu là comme les planètes, ils gravitent. Donc, peut-être qu'un jour, on trouvera ici, là, Véronica, la Tintoretta, Louis Capel. Pour moi, ils continuent à entretenir peut-être une conversation entre eux. Ils se croisent à travers le temps, à travers l'espace, à travers l'auteur et à travers les lecteurs, puisqu'une fois que les lecteurs les ont tenus entre leurs mains à travers le livre, ils font aussi un petit peu partie d'eux. Je crois que c'est pour tous les livres pareil. Lorsqu'un livre vous touche, lorsqu'un récit vous touche, finalement, il va venir nourrir votre propre existence, votre propre être au monde. Donc, voilà, oui, ces personnages continuent d'exister. Là, je suis en train d'en raconter d'autres, mais finalement, où il y a toujours un petit peu cette essence commune. Voilà, donc ils existent. Est-ce qu'il ne peut pas réapparaître ces personnages dans d'autres romans, par exemple? Est-ce que c'est déjà arrivé? Alors, là, c'est un petit peu difficile, mais disons qu'ils ne peuvent pas apparaître. Louis Capel ne pourra pas réapparaître antérieurement au XVIIe. Encore une fois, c'est au niveau de certaines ressemblances d'êtres, de certaines communautés d'êtres qu'ils réapparaissent, oui, d'une certaine manière, ou qu'ils perdurent, ou qu'ils ils se transforment, ils entrent peut-être dans d'autres peaux, mais d'une manière malgré tout différente. Mais leurs aventures, oui, elles ont quelque chose de commun toujours. Des remarques, réflexions, je ne sais pas, peut-être si... oui, il y a des gens qui sont très... le suspense est à son comble. Alors, je vous laisse peut-être ouvrir. Je crois qu'on va... oui, comme vous voulez. Enfin, on va dévoiler. Oui, dévoilons alors. Voilà, vous pourrez ensuite, après, vous approcher au fur et à mesure, parce qu'ils sont petits. Donc je vais vous... De toute façon, après, vous allez dédicacer ici, donc Michel Audin vous ferait... Voilà. Oui. Alors, le premier tableau, celui qui vraiment a été le mystère de mon enfance, qui apparaissait, qui disparaissait, il y avait l'autre aussi, mais le premier qui m'intriguait, ça a été celui-ci. Pourquoi? Alors je ne sais pas si ça sera évident pour vous, mais c'est ce que je raconte dans le roman. Et je n'arrivais pas à formuler, comme j'étais vraiment tout enfant, je n'arrivais pas à formuler ce mystère. Et en fait, c'était cette espèce de grand peuplier, dénudé, avec des feuilles sèches, couleur d'automne, et dans le fond, des palmiers. Donc alors pour moi, lorsque je l'ai redécouvert, j'ai dit c'est une espèce de fantaisie exotique, comme ça, quelqu'un qui n'avait jamais mis les pieds sous les tropiques, et qui a fait un bord de rivière, un bord de Garonne, je dirais, et puis qui a mis quelques palmiers. Bon, c'était un petit peu simple. Là, il y avait une petite silhouette d'explorateur. Donc, voilà ce tableau qui m'intriguait. Il me mettait mal à l'aise. Et j'ai compris pourquoi. C'était cette espèce d'anomalie de lieu qui me mettait mal à l'aise. Le second tableau, c'est celui que va acheter Louis Capel, qui comporte une étiquette là, qui vraiment s'est effacée. Il a été nettoyé, donc on arrive à discerner un petit peu. Donc c'est ce fameux tableau du vapeur. Alors là, j'ai fait des recherches, justement. J'ai épuisé tout ce qui pouvait être documentation de marine en 1905, etc., y compris les registres avec les... là, je suis tombée sur des documents avec, très très précis, avec tel navire. D'ailleurs, on s'aperçoit que beaucoup ont sombré. On voit un tel navire, tant de tonnage, création tel chantier naval, fin, perdu en mer, tel endroit. C'est assez hallucinant. Et celui-là a l'air vraiment de correspondre à l'Alphonse XIII, qui était vraiment le Concorde de l'époque.
c'était vraiment une vapeur qui faisait une transatlantique et qui paraît malgré tout assez léger, hein, mais c'était vraiment des transatlantiques de l'époque, d'où ma description de la traversée assez apocalyptique voilà, que devaient subir ces gens-là. Voilà, donc voilà les deux tableaux qui sont en partie à l'origine du mystère handicapé. Voilà. Alors celui-ci me faisait peur parce que je le trouvais très, très déprimant quand j'étais petite. Cette image-là de bateau perdu en mer, je me voyais là, il me faisait très peur, je le trouvais très sombre, et encore une fois, il ne ressemblait absolument pas à ce qu'avaient mes parents chez eux, ni ce qu'ils aimaient. Donc, pourquoi gardaient-ils ces tableaux? En fait, c'est mon père qui devait être particulièrement attaché à ces tableaux, et j'explicite un petit peu, non, absolument pas. Et c'est d'où le mystère et d'où, voilà. Mais je pense que ça, on le voit au fur et à mesure, à la lecture du livre, vous aurez certains indices et la réponse à bon nombre de questions. Question, réflexion, sinon on passe à la dédicace. Avez-vous encore une... Non? Une fois, deux fois, trois fois? Écoutez, je vous remercie beaucoup, Michel Tesser, pour de chez Serge Chaffron Éditeur, le Patagonie, donc un très très beau roman que je vous invite à lire. Et voilà.